Je suis Guillaume Coicadan, chargé de mission biogaz à l'Agence régionale de la transition énergétique Auvergne-Rhône-Alpes Énergie-Environnement, qui co-organise cette série de webinaires avec les pôles de compétitivité TNR10 Cara et l'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, cet événement s'inscrit par ailleurs dans le cadre de la charte Ambition Biogaz 2023, une charte signée en mai 2019 par 9 partenaires qui s'engagent à coordonner leurs actions au service de la filière méthanisation. Voilà, je vois que le nombre de participants qui se connectent continue à augmenter. On va donc poursuivre. Donc simplement quelques éléments techniques. Avant de commencer cette session. Donc notez que votre micro en fait et votre caméra sont coupés. Il y aura des moyens, il y a bien sûr le moyen d'interagir avec nous et de poser des questions, notamment avec l'outil donc qui est situé à droite, un outil de chat et un outil de questions-réponses. Donc pour le bon fonctionnement, si vous avez des questions-réponses, il faut bien utiliser l'outil questions-réponses dans la mesure où ça nous permet en fait de ne voir nous que les questions-réponses, que les questions qui sont posées. Ces questions posées dans l'outil questions-réponses sont bien sûr répercutées dans le chat normal pour l'ensemble des participants ensuite. Mais donc merci de bien utiliser l'outil questions pour nous poser des questions. Enfin, ce webinaire est bien sûr enregistré. Nous vous mettrons à disposition l'ensemble des présentations et donc l'enregistrement dans le cadre des différentes chaînes YouTube des partenaires. Donc, vous aurez l'ensemble du webinaire à disposition. Voilà. Merci. Donc, nous entamons maintenant cette deuxième séquence, déployer une station BioGNV sur un territoire rural. Alors, pour une petite information pour cadrer, vous étiez 191 inscrits, issus pour 50% d'entre vous d'entreprises, assembliers, bureaux d'études, motoristes, opérateurs de transport, et 30% de collectivités. Un webinaire donc qui se veut régional, mais aussi finalement national et même international avec nos amis suisses et allemands qui sont présents aujourd'hui. Cette session est donc centrée sur des retours d'expérience. Donc d'abord, des retours d'expérience, nous avons les retours d'expérience de 2 agriculteurs méthaniseurs qui, chacun à leur manière, ont développé une station BioGNV sur leur territoire. Concernant la deuxième intervention de M. Bouchonneau, nous excusons, mais on a dû l'enregistrer. M. Bouchonneau n'était pas disponible ce matin. Nous aurons ensuite l'intervention de 2 collectivités territoriales de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui impulsent et accompagnent la dynamique de déploiement des stations sur leur territoire. Et enfin, vous aurez la primeur de la présentation du nouveau dispositif régional d'aide aux véhicules et au déploiement de stations BioGNV, donc une intervention qui intéressera plutôt les acteurs régionaux. Très bien. Eh bien, je vous propose de débuter tout de suite par le témoignage donc, de Philippe Collin, exploitant d'une unité de méthanisation sur son GAEC de l'arrivée et exploitant d'une station AgriGNV non raccordée au réseau. Donc, Philippe Collin se propose de nous faire d'ailleurs visiter en direct la station AgriGNV. Philippe, c'est à toi. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, donc, je vais les présenter avec les slides. Tu peux me mettre les slides en même temps, Guillaume? Voilà. Voilà, alors. Tac. En fait, donc, je commence en même temps. Donc, c'est-à-dire que je suis exploitant en Haute-Marne, donc à 30 km de Vittel, sur une unité de méthanisation agricole. L'unité a démarré en 2010, hein, donc en mise en service sur un cogénérateur, à l'origine d'une puissance de 250 kW. En 2010, donc on ne pensait pas du tout à faire du bio-GNV, hein, donc on était vraiment sur notre spécialité de faire de la cogénération et valoriser la chaleur sur le site. Et petit à petit, au fil de l'évolution de notre méthanisation, on s'est aperçu que de temps en temps, pour avoir la charge maximum du moteur, on était obligé d'avoir un petit peu d'excédent de gaz. Et cet excédent de gaz-là était torché sur notre unité. Donc ça nous a un petit peu mis la puce à l'oreille à un moment donné, où on s'est dit, mais
pourquoi est-ce que ce gaz-là, on ne pourrait pas le stocker, le valoriser? Donc, on n'était encore pas du tout dans le GNV, hein, mais on s'était posé la question. Et donc, on a monté un projet donc avec l'aide de l'ADEME, donc avec une aide IPME à l'époque, en 2016, pour tester un petit pilote. Donc, on a testé un petit pilote. Alors, j'ai entendu qu'il y avait des Suisses à la conférence. Donc, le petit pilote aujourd'hui est en Suisse, chez mon collègue Claude Éthique. Donc, il va y rester plusieurs mois. Et ensuite, il reviendra en France, sur lequel on testera une flotte de tracteurs véhicules, donc avec le partenaire New Holland. Donc en 2016, on a commencé avec le petit pilote. Ensuite, en 2017-2018, on a testé vraiment ce que ça pouvait donner sur une flotte captive. Et en août 2019, on a commencé de faire le premier test avec un bus scolaire. Et la station définitive, donc que je vais vous montrer tout à l'heure, a été installée en janvier 2020. Voilà. Il reste encore à compléter la flotte. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur une flotte naissante, hein, donc parce que comme toute station bio-GNV, à un moment donné, il faut mettre la station et puis il faut trouver les partenaires qui achètent les véhicules. Et c'est un petit peu l'histoire de l'œuf et la poule, hein. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas de station, il n'y a pas de véhicule. Tant qu'il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de station. Donc nous, on a pris le pari à un moment donné de se lancer là-dedans, même qu'il n'y ait pas de véhicule, pour susciter le besoin. Si possible, tu peux mettre l'autre diapo. Alors, la station, avant de vous la présenter en vrai, donc c'est un conteneur en fait, hein, dans lequel il y a une unité de micro-épuration. Alors, on est sur de l'épuration partielle, c'est-à-dire que le biogaz qui passe dedans passe dans des membranes. On récupère la totalité du méthane qui sort des membranes. Et il y a, de l'autre côté de l'épuration, il y a du off-gaz, ce qu'on appelle le off-gaz. C'est un gaz plus riche en CO2, mais dans lequel il reste du méthane. Plutôt que de le faire passer encore dans plusieurs étages de membrane, celui-ci, il repart directement dans le ciel gazeux du digesteur. D'où l'avantage de ces mini-épurations, c'est-à-dire d'être beaucoup moins coûteuses et de pouvoir miniaturiser un système d'épuration, du fait que le off-gaz, il peut être valorisé à nouveau par de la cogénération. Donc en fait, on voit qu'on a une flexibilité assez intéressante, c'est-à-dire que la station bio-GNV, elle va produire du biométhane et le stocker. Donc là, en l'occurrence, nous aujourd'hui, c'est une capacité de 20 normomètres cubes. Sur une durée de 5500 heures, ce qui représente environ 80 000 kg par an. Sachant que quand on n'est pas sur une station avec un raccordement réseau, eh ben, ça veut dire que quand les bouteilles sont pleines et qu'il n'y a pas de voitures qui viennent faire le plein, la station s'arrête. Donc il faut arriver à jongler en fonction des flottes pour que les voitures puissent venir faire le plein quand la station est pleine, et ensuite quand la station a besoin de faire le complément, eh ben, de se remettre en marche. Donc c'est pour ça que les flottes, la flotte qui vient sur une station non raccordée au réseau, c'est vraiment le gros travail du projet. C'est-à-dire, c'est vraiment dire qui vient, quel type de consommateur. En l'occurrence, nous, il va y avoir un camion de laiterie, donc qui consomme 30 000 kilos. Et 30 000 kilos sur la station, c'est un gros consommateur. Et celui-ci, il vient la nuit. Donc c'est un avantage parce qu'en fait, la station, elle peut déjà redémarrer la nuit pour qu'à 8-9 heures, eh ben, par exemple, une infirmière, un boulanger avec son véhicule léger puisse venir faire le plein. Voilà. Donc c'est un petit peu vraiment une imbrication de plein de clients potentiels. L'autre diapo, on va partir un peu sur les résultats que ça peut engendrer. Guillaume, tu m'entends ? Voilà. Concrètement, la station, on a un coût d'investissement environ de 275 000 euros. Alors, parce que c'est un modèle qui est bien défini. Alors, il faut imaginer qu'aujourd'hui, ces stations-là, elles sont vraiment en déploiement, mais aussi en test développement. C'est-à-dire qu'on va tester encore beaucoup de choses sur notre station. Pas de test sur la qualité du biométhane, ni sur des critères techniques, puisque ça, aujourd'hui, ça a été validé.
on arrive à avoir des taux de méthane de plus de 99%. En fin de compte, on peut régler le méthane à la richesse qu'on veut, puisque pas du tout, c'est pas du tout avec une prescription réseau. Voilà. Ensuite, au niveau du business plan, ce qu'il faut surtout prendre en compte dans une station comme ça, c'est que c'est pas toujours un aspect économique. Et on l'explique là à la fin de la diapo. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le prix de notre carburant, il est lié au prix de revient de la production de notre biogaz. Donc, certes, il y a une partie qui peut être torchée, mais si on monte en puissance, il faudra quand même alimenter un petit peu le digesteur pour qu'il puisse faire du biogaz supplémentaire à des moments où la station en a besoin et que le digesteur, il est plutôt en déficit de biogaz. Donc, il y a un petit coup alimentaire à mettre dans le business plan. Ensuite, donc nous on est parti sur 1,15 € toute taxe avec en schématisant sur le 15 centimes de taxe qui sera redonné par le biais de la TVA pétrolière et de la TICPE aux douanes. Un coût de fonctionnement, donc on a mis entre 14 et 17 000 €. C'est parce que ça correspond à des frais de maintenance, des contrats full service, dans lequel on préfère mettre un entretien un petit peu plus important et ne pas avoir de panne dans la durée. La simple et bonne raison, c'est que quand on est sur un contrat réseau ou sur un contrat EDF, par exemple, en cogénération, on peut s'arrêter de produire, on va pas être sanctionné. Là, si on s'arrête de produire, on ne sera pas sanctionné non plus. C'est simplement les clients qui n'auront plus de carburant. Donc en fait, c'est un partenariat, c'est des contrats de gré à gré. Et à un moment donné, on doit, si les clients ont fait le geste de venir dans notre station, on leur doit le carburant. Donc il faut qu'on soit arrêté vraiment sur des très très courtes périodes. Donc c'est pour ça que les coûts de maintenance peuvent être un petit peu plus importants. Donc vous voyez que bon, on a mis le bénéfice à vérifier dans les années qui viennent, entre 15 000 et 17 000 €, c'est moins rentable qu'une unité de cogénération. Mais par contre, ça emmène quelque chose supplémentaire qu'on n'avait pas du tout pensé encore aujourd'hui en méthanisation, c'est le lien territorial. C'est qu'aujourd'hui, une station qui est mise sur nous on est dans une zone rurale où il y a 1500 habitants pour 26 communes. Donc on est vraiment dans un no man's land. Pour se déplacer, le véhicule est obligatoire. Donc c'est recréer ce tissu d'économie circulaire avec la production de carburant à la porte en fait. Donc voilà un petit peu le schéma de notre station. Donc si on veut, Guillaume, on peut passer sur la visite de la station. Alors oui, Philippe, le seul problème c'est que ton image, la connexion web doit être un petit peu fluctuante parce que l'image est fixe là. Donc là, tu vois mon image ou pas? Alors non, on voit pas l'image, on voit juste, voilà, elle s'est fixée à un moment donné de ton intervention, mais c'est peut-être, essaye de fermer la caméra et de remettre la caméra. Attends, parce que Voilà, tu fermes ta caméra et tu la remets. Je vais réessayer. Du coup, ça fonctionne pas. Bon, eh bien, sinon je peux. Du coup, pendant que tu te déplaces, il y avait simplement des questions sur peut-être prendre une ou deux questions. Combien de véhicules maximum peux-tu accueillir sur la station? D'accord.
Et concernant la station BioGNV en tant que telle, il y avait une question sur la surface au sol, l'emprise au sol de la station, plus de la distribution du carburant. Bon, je crois qu'on a perdu, y compris le son. Écoutez, on lui remontera les questions là, de toute façon, à la fin du diaporama, à la fin du webinaire. Donc, merci en tout cas, Philippe. En tout cas, voilà, on peut donc faire du BioGNV avec une méthanisation en cogénération. Et Philippe Collat me disait en aparté que ça rend même service d'ailleurs à des touristes étrangers qui avaient pris rendez-vous chez lui pour faire le plein sur le passage des vacances, notamment des Suédois qui roulent beaucoup au bio-GNV. Et donc cette station a été bien repérée par ces vacanciers. Passons maintenant, du coup, si vous voilà, on n'a toujours pas possibilité de visiter la station, donc je pense qu'on va enchaîner sur la deuxième présentation, qui est donc le témoignage d'Olivier Bouchenot, qui ne peut donc pas être présent à ce jour, et nous allons écouter la présentation. Olivier Bouchenot est donc l'associé de l'unité de méthanisation agribiométhane, qui exploite par ailleurs la station BioGNV raccordée au réseau, et qui était la première station BioGNV agricole, associée à une méthanisation agricole de France. Voilà, donc nous allons écouter l'interview que j'ai enregistrée de lui. Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi de ne pouvoir être en direct avec vous. J'ai des contraintes personnelles me concernant. Olivier Bouchenot, un des 10 actionnaires d'Agribiométhane. Je suis donc éleveur de porc près de Cholet, dans le Maine-et-Loire. J'ai un élevage de 250 fruits en sélection, 140 hectares de culture dédiés. Les cultures sont vraiment dédiées pour l'alimentation de mes animaux. Et disons qu'il y a 10 ans maintenant, avec mes collègues, mes associés, on avait une problématique environnementale où, pour ceux qui connaissent donc le sud-ouest Maine-et-Loire et le nord Vendée, il y a une forte pression foncière, industrielle et agricole. Et nous devions trouver un moyen si vous voulez, de réduire notre pression azotée et phosphore pour nos cultures. Donc, on s'est penché sur la méta. À vrai dire, on ne savait vraiment pas vers où on allait, mais on s'était rapproché d'un cabinet qui nous a toujours suivis depuis, le cabinet Astrad, basé à Nantes, et le CERF France Maine-et-Loire pour, je dirais, toute la partie environnementale, dossier plan de fumure et autres. Et si vous voulez, on est parti dans cette aventure avec un premier échec où l'injection n'était pas encore à l'ordre du jour et nous étions partis sur de la cogé. Et la cogé a très vite été abandonnée puisque nous n'avions pas de valorisation d'eau chaude. Donc je dirais à ce point-là, à cette étape-là, pardon, on était dans la frustration puisque pour nous, la méthanisation, c'était fini. Et une petite année après, notre cabinet Astrad, Monsieur Bonin nous a rappelé en nous disant mais il y a on va pouvoir injecter dans le réseau, il y a un décret qui va nous permettre GRDF va devoir ouvrir son réseau par ce décret. Et j'ai regardé, vous avez une opportunité, vous avez un tuyau de gaz qui passe dans vos champs. C'était une vraie opportunité. Et à partir de là, donc, les 10 agriculteurs que vous voyez sur la photo, donc sur la photo, si vous comptez bien, on est 11, puisqu'on a notre salarié, Agribiométhane a créé un emploi. Il y a notre salarié avec nous sur la photo. Et je dirais, depuis le début de l'aventure, vous avez les mêmes personnes qui ont donc créé cette unité de production de biométhane à Mortagne-sur-Sèvre, près de Cholet. Cette unité fonctionne maintenant depuis 6 ans. Où nous traitons 18 000 tonnes de lisier fumier venant de nos exploitations agricoles et 5 000 à 6 000 tonnes de graisses agroalimentaires qui viennent des industries, on va dire globalement des Pays de Loire. À partir de là, donc, on produit donc ce gaz qui est réinjecté
dans le réseau de Mortagne-sur-Sèvre. On va changer la diapo, s'il vous plaît. Donc, voilà, on traite 24 000 tonnes. On produit, aujourd'hui, on est sur une base de 110 normaux mètres cubes injectés. Je rappelle qu'à l'origine, nous étions sur une base de 65 normaux mètres cubes, puisque c'était une découverte pour beaucoup de monde. Il fallait s'assurer que le réseau puisse l'absorber, puisque nous n'étions pas sur un réseau on est sur un réseau de distribution, on n'est pas sur un réseau de transport, voilà, je cherchais le mot, on n'est pas sur un réseau de transport, on est sur un réseau de distribution. Et donc, il fallait s'assurer que le réseau puisse bien l'absorber. Et on a la chance d'être sur une commune dynamique, Mortagne-sur-Sèvre, où nous avons de gros industriels qui consomment énormément de gaz. Et aujourd'hui, je dirais qu'on a poussé la machine. Aujourd'hui, on arrive à son maximum. On tourne entre 110 et 115 normaux mètres cubes. Sur la diapo, vous voyez 110. Là, on est en train de réfléchir à passer à 115 normaux mètres cubes en injection. Aujourd'hui, on est à peu près sur un chiffre d'affaires d'1,2 million de ventes de biogaz. Un investissement de 3,4 millions. Les investissements, l'investissement 3,4 millions, 2 millions d'emprunts, 1 million de subventions et 400 000 euros d'apport des 10 associés. Voilà globalement le schéma d'Agribiométhane. Et cette aventure a démarré en injection donc il y a 6 ans. 2 ans après, nous avions, disons, on est venu nous voir, le conseil, alors c'est ça l'histoire aussi qui est intéressante, c'est que c'est le Conseil général de Vendée, en la personne de Bruno Retailleau, qui était à l'époque président du Conseil général de Vendée, et il est originaire et il habite tout près de Mortagne-sur-Sèvre, donc je dirais un certain attachement par rapport à notre territoire, et c'est lui qui nous a poussé à étudier pourquoi pas mettre du gaz dans des véhicules, puisque le Conseil général de Vendée voulait expérimenter ce type de transport voulait équiper des bus au gaz. Donc, on va changer la diapo, s'il vous plaît. Donc, on est parti dans cette aventure avec le Conseil général. Au jour d'aujourd'hui, la station fonctionne. Ça a été 900 000 euros d'investissement. Elle est détenue par les agriculteurs. Ça aussi, je tiens à le dire. Et nous sommes… alors, c'est la SAS Agribiométhane qui est rentrée au capital de la SAS Agribiométhane Carburant. Et le SIDEF, qui est le syndicat des énergies de Vendée, est rentré à 20% au capital. Cette aventure n'aurait pas pu démarrer, faut être franc, sans l'appui du politique, puisque on partait de zéro. Quand on remet tout dans le contexte, les études de faisabilité fin 2016, début 2017, il n'y avait aucun véhicule qui roulait au gaz. Faut bien se dire ça. On est allé, avec le cabinet Astrad et le CER France, on a fait une enquête. On a mené une enquête pour savoir si les transporteurs étaient intéressés. Et la chance que l'on a sur notre secteur, le Choletais et le Nord Vendée, c'est que, alors c'est à vérifier, mais je crois que nous sommes le 3e canton en France en nombre de cartes grises poids lourds. Donc, si vous voulez, on a une flotte qui est là, quoi. Et donc, on a lancé cette enquête. On a eu des retours positifs, mais c'est un peu comme l'œuf et la poule. Qui est le premier, quoi? Qui y va le premier? Et là, si on n'avait pas eu le politique qui nous a dit si, nous, on veut orienter dans notre schéma directeur au niveau de la Vendée, on veut aller vers des énergies renouvelables, propres. Et ça va être un axe de travail pour nous. Donc, il faut poursuivre. Et puis,
un des éléments aussi qui a été important pour nous, c'est que, parce que personnellement, on avait fait l'enquête, ok, super, beaucoup de personnes étaient intéressées, des grands groupes étaient intéressés de transport, mais quand on voyait l'investissement qu'il fallait faire, quand on voyait les transporteurs sont dans leur routine, hein, et voilà, ils négocient leurs tarifs et autres, on les sentait pas. Ouais, bon, il fallait qu'il y ait une mesure forte qui fasse que eux basculent vers ces choix d'investissement pour changer leur tracteur poids lourd. Et on a rencontré le directeur de la plateforme Carrefour sur Cholet, il y a une très grande plateforme du groupe Carrefour. Et là, le directeur nous dit, de toute façon, nous, ça va être simple. Les tractionnaires de demain devront avoir dans leur flotte une flotte de véhicules propres, c'est-à-dire au biogaz. Si le tractionnaire n'est pas capable de nous garantir un volume, il sera déférencé. Et à partir de là, moi, je me suis dit avec mes collègues, faut y aller maintenant, parce que demain, les places seront prises. On avait une place à prendre sur la carte de la Vendée. Parce que la Vendée a ouvert d'autres stations depuis, mais on sait que sur notre secteur, il n'y en aura pas d'autres. Donc, on a ouvert une station ici. Et aujourd'hui, comme vous voyez sur la diapo, on a 25 poids lourds qui sont là tous les jours. On a en gros 25 véhicules légers. Et la semaine dernière, on envoyait une proposition de contrat au groupe Carrefour qui, lui, va nous envoyer. Alors aujourd'hui, je ne peux pas encore vous donner tous les chiffres parce que c'est en cours de négociation, mais un contrat conséquent pour notre station que le groupe Carrefour veut venir s'appuyer, quoi. Donc, vous voyez bien qu'on a d'un côté les collectivités qui sont intéressées parce que, par exemple, aujourd'hui, dans les 25 poids lourds, on a une benne à ordures, on a un bus, enfin, on a 2 bennes à ordures, on a un bus, on a des véhicules de la commune, on a un car qui vient régulièrement. Et après, on a, comme vous voyez sur la photo, là, vous avez la Boulangère, qui est une marque de brioche nationale qui vient qui a 2 véhicules. On a le groupe Delanchy qui aujourd'hui a sa plateforme juste à côté de la station, qui tous les ans rachète un nombre de véhicules. Vous avez le groupe, la franchise Jussieu, les ambulances Jussieu, qui lui tous les ans rachète 2 voire 3 véhicules ambulances au gaz. Donc si vous voulez, ça y est, la dynamique est partie. Au jour d'aujourd'hui, on arrive à 25 000 kilos vendus par mois. On va approcher notre point d'équilibre. On va l'approcher. On a eu un très bon démarrage en 2020. Bon, comme tout le monde sait, la crise qu'on a subie du Covid nous a coupé dans notre élan. Mais ça y est, c'est reparti. On sent que la dynamique revient. Et je pense qu'on est dans le sens de l'histoire. Alors, voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc là, une économie circulaire. Donc, vous voyez qu'on a notre unité de production de gaz et la station, comme je dis, elle a un vrai sens pour notre territoire. On ne sera jamais... Enfin, on n'a pas l'ambition de se développer au niveau national. Nous, on a fait ça, c'était d'abord pour nos exploitations agricoles. Avant tout, on est agriculteurs. Et ça, je tiens à le dire, je suis trop attaché à mon métier. Par contre, on vit sur un territoire, on vit au milieu d'entreprises agroalimentaires, on vit dans une dynamique et ça nous permet de récupérer des graisses, ça nous permet de maintenir un tissu industriel agroalimentaire. Derrière nous, on traite tous nos effluents d'élevage et on peut respecter ainsi toute la réglementation environnementale qui nous est demandée pour nos entreprises agricoles. Derrière, on produit un biogaz qui est injecté dans le réseau. Alors avant la station, parce que maintenant, il faudrait qu'on refasse les calculs, mais avant l'ouverture de la station, on produisait entre 20 et 25% de la consommation de Mortagne-sur-Sèvre, qui est une commune à peu près de 5 à 6 000 habitants.
Et voilà, et comme vous pouvez le voir sur le slide, donc on l'a fait avec la boulangère, mais il y a une partie du biogaz qui est utilisée pour cuire la viennoiserie, et il y a une autre partie du biogaz qui part dans la station, et là, eux, ils roulent avec 2 camions au carburant vert. Et ils savent le dire et ils savent communiquer avec, et c'est un vrai atout en niveau force de vente pour eux, quoi. Diapo suivante. Donc, concrètement, comment ça se passe? Donc là, vous avez la photo qui vous explique un peu notre fonctionnement. Donc, vous avez l'unité de méthanisation là, qui est devant vous. Donc, nous, on apporte nos effluents sur ce site-là. Les industriels apportent aussi leur graisse sur le site. Alors, sur la photo, aujourd'hui, elle a un peu évolué dans le sens où on a réagrandi le bâtiment de stockage pour avoir, si vous voulez, pour segmenter les graisses, puisque maintenant, c'est ça aussi qui a fait qu'on a augmenté notre production, c'est qu'on connaît les pouvoirs méthanogènes de certaines graisses, et ça nous permet certaines graisses de les passer plus vite, d'autres moins vite, de les garder en fonction des opportunités ou des livraisons de graisse que l'on a. Donc, tout ça, c'est traité sur l'unité de méthanisation. Et vous voyez, donc, producteur de biométhane, là, à partir de là, c'est ici qu'on injecte le gaz dans le poste de GRDF pour l'envoyer sur la station BioGNV qui est au fond de l'image. On n'a pas fait la station à côté, tout simplement pour un accès, puisque dans l'enquête, les transporteurs nous demandaient, dans les contraintes qu'ils nous mettaient, ils voulaient faire un plein aussi rapidement que pour du gasoil. Il fallait que ce soit facile d'accès, et donc pour nous, ça a été plus opportun d'aller le mettre à l'entrée de la zone industrielle, comme vous voyez, donc toutes les usines derrière. Donc, ça ne pose pas de problème en termes je dirais, d'accès. Donc, par contre, on reste toujours en lien. Et là, particularité aussi, et c'est là aussi, ça a une importance par rapport aux élus, c'est-à-dire que nous sommes restés sur un statut, le foncier ici, on est resté sur des terres agricoles. Ça a été validé par la commune. On n'est pas dans une zone industrielle, quoi, puisque c'est une unité dédiée pour l'agricole. Donc, la collectivité, la commune n'a pas jugé bon de nous imposer d'aller dans une zone industrielle. Diapo suivante. Donc, sur cette dernière diapo, je dirais un résumé de ce que je viens de vous dire, c'est que nous sommes on va fanfaronner, nous sommes les premiers agriculteurs alors on était les deuxièmes agriculteurs à injecter du gaz dans le réseau à 6 mois près, puisque c'était les frères Couac en Seine-et-Marne qui ont injecté, eux, en octobre 2013. Par contre, nous sommes les premiers à avoir une station agricole qui délivre du biogaz. On en est un petit peu fiers parce que ça n'a pas été tout simple quand même, tout ça. On valorise donc 2 fois notre biométhane, une première fois, je dirais, dans le réseau, et puis après au niveau de la station. Hein, ça, c'est quelque chose c'est une valeur ajoutée supplémentaire. On sécurise notre réseau d'injection. Oui, c'est très vite, on a compris que, si vous voulez, on a et le Covid nous a renforcés dans notre démarche, c'est-à-dire qu'on a des industriels qui sont là, mais la boulangère restructure ses sites. On a plusieurs entreprises, le groupe Nicole, c'est un gros groupe qui fabrique des tuyaux de PVC, restructure son usine de Mortagne. Du jour au lendemain, on peut perdre un volume de gaz important et qui pourrait nous pénaliser puisqu'on est sur un réseau de distributeurs, et donc parfois la vanne pourrait se fermer, quoi. Là, nous, en créant cette station qui monte en puissance de mois en mois, on se sécurise d'une injection de notre unité de méta. On a amélioré l'attractivité des intrants
extérieure à la méta, c'est-à-dire que, si vous voulez, aujourd'hui, eh ben, oui, la méta, on se rend bien compte que des lisiers, des fumiers, des déchets verts, on produit du gaz, mais il faut une quantité importante pour pouvoir arriver à des niveaux, je dirais, de rentabilité. Les graisses, on met un petit peu de graisse, aussitôt le pouvoir méthanogène augmente. C'est clair chez nous, les graisses nous font 60% du gaz. Donc, on peut pas s'en passer. Et avec la station, si vous voulez, on vend aussi aux industriels qui peuvent récupérer du biogaz. Donc, ils peuvent valoriser leur graisse qu'ils nous amènent en récupérant du carburant. Donc, c'est une image très positive et on donne une attractivité supplémentaire. On va bientôt conclure, Monsieur Bouchonneau. Ok. Écoutez, j'ai fini. Hein, Donc, on a créé la marque Agricarbure. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir si demain, d'autres stations voulaient s'ouvrir. Pourquoi pas lancer une marque, une franchise. Ce que l'on veut, c'est que ce soit des stations issues du milieu agricole pour pouvoir prétendre à avoir cette marque-là. Voilà en quelques mots notre aventure qui est très riche, qui est très motivante et qui, au bout du bout, ramène de la valeur ajoutée à nos exploitations agricoles. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et j'encourage les agriculteurs, s'il y a des projets de méta dans leur commune, canton ou même sur un département, ne pas y réfléchir, et surtout pour les jeunes aujourd'hui, ne pas y réfléchir, je trouve que c'est une erreur stratégique pour l'avenir de leurs exploitations et entreprises. Voilà. Voilà, merci. Alors, je vais vous donner, donc, Monsieur Bouchonneau ne pouvait pas être avec nous. Il sera peut-être disponible vers midi par téléphone pour des questions. Voilà, on verra. En tout cas, j'avais échangé avec lui pour apporter quelques précisions que je vous livre maintenant, qui vont d'ailleurs répondre à un certain nombre de questions d'entre vous. Donc, tout d'abord, donc le montant de l'investissement de la station BioGNV est de 900 000 euros, avec 190 000 euros d'aide, à peu près un taux de 21% d'aide, des aides leaders, régions et de la communauté de communes. Donc techniquement, il s'agit d'une station publique de BioGNV comprimé, ou BioGNC, à remplissage rapide. Alors le BioGNV est racheté au niveau de la station à un fournisseur qui rachète lui-même le biométhane de l'unité de méthanisation qui est donc un peu plus loin. Le tarif de rachat, par contre, donc du BioGNV au niveau de la station, est une négociation entre acteurs et se base sur le prix de gros du gaz. Les garanties d'origine j'ai un problème de connexion Internet. Les garanties d'origine ne rentrent pas dans la négociation, n'ont pas été intégrées dans la négociation là par rapport au rachat du BioGNV. Le prix de vente du BioGNV à la pompe est de 99 centimes d'euros et il est garanti à 25% de biométhane. C'est-à-dire que finalement, l'unité de méthanisation en amont, injecte du biométhane qui correspond à 25% du gaz total qui circule dans la canalisation, et donc en aval sur la station BioGNV on peut garantir 25% de biométhane, et c'est l'unique carburant qui est vendu, c'est du BioGNV à 25% de biométhane. La quantité de BioGNV qui passe dans la station correspond à peu près, Monsieur Bouchonneau l'a dit, à entre 20 et 25% aussi de la production de biométhane de l'unité de méthanisation en tant que telle. Mais donc voilà. Ensuite, au niveau contractuel, les contrats sont donc de 3 ans, aussi bien avec le fournisseur de BioGNV qu'avec les transporteurs. Ensuite, donc Monsieur Bouchonneau concluait notre échange sur le fait que la balle était dans le camp était dans le camp des motoristes notamment, et aussi des élus pour aider des projets qui ont un vrai sens pour les entreprises agricoles, les collectivités et le territoire. Alors j'ai une connexion internet donc tout le monde semble
entendre. J'ai eu un message de connexion Internet instable, mais tout va bien a priori. Voilà, donc j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de questions aussi qui sont plus larges sur l'unité de méthanisation en tant que telle. Donc je vous propose qu'on les prendra tout ça à la fin, mais on va quand même se centrer principalement sur les questions liées au bio-GNV et en fonction du temps disponible, on traitera les questions qui sont plus en lien avec l'outil de méthanisation en tant que tel. Donc, on l'a vu dans les témoignages précédents, l'importance de la collectivité et du politique qui va donc impulser, faciliter ce type de projet. Je vous propose maintenant de passer à un exemple concret avec Thomas Robert, responsable du service transition énergétique à la Comcom des Monts du Lyonnais, une collectivité qui est un véritable chef d'orchestre d'un projet de station bio-GNV. Voilà, Thomas, je te laisse la parole. Bonjour. J'espère que tout le monde entend. Et ben effectivement, le témoignage là, c'est plutôt le point de vue de la collectivité. Il complète les deux témoignages précédents. Alors, c'est pour faire passer la diapo. Guillaume. Ouais, voilà. Alors pourquoi ce projet? Donc en deux mots pour présenter déjà la communauté de communes des Monts du Lyonnais, c'est 35 000 habitants répartis sur 32 communes. On est plutôt dans un territoire rural situé entre Lyon et Saint-Étienne. Voilà, donc entre deux métropoles où il y a une certaine aussi attractivité par ces métropoles-là. Les élus du territoire se sont engagés dans un territoire TEPOS, donc territoire énergie positive, avec l'objectif à 2050 d'être à l'équilibre énergétique entre la consommation énergétique du territoire et la production en énergie renouvelable locale. Donc ce territoire a été aussi labellisé TEPCV, c'est territoire énergie positive à croissance verte, qui a permis d'obtenir une enveloppe financière importante de la part de l'État, fléchée vers des actions de transition énergétique, dont la station GNV fait partie. Donc, pourquoi ce projet? C'est effectivement pour réduire la consommation énergétique d'origine fossile et les émissions de gaz à effet de serre. Proposer une alternative aussi au diesel pour les transporteurs du territoire, parce que, alors au démarrage du projet, c'était pas encore le cas, mais ça a renforcé les choses, le fait que Lyon mette en place une zone à faible émission, puisqu'on a pas mal de transporteurs qui rentrent dans cette ZFE sur Lyon. Diversifier l'utilisation du biogaz fabriqué sur le territoire sous une autre forme que le chauffage à l'électricité, ça c'est pour permettre de sécuriser aussi l'économie liée à la méthanisation agricole. Sur les Monts du Lyonnais, il y a 3 unités de méthanisation, 2 en cogé et 1 en injection biogaz. Cette unité de méthanisation en injection biogaz, c'est celle-ci dont la station va se situer à 100 mètres, un petit peu à l'exemple de Mortagne-sur-Sèvre. Donc atteindre l'objectif TEPOS, et puis aussi utiliser de manière judicieuse les déchets organiques du territoire. On voit apparaître des composteurs collectifs, mais voilà, là c'est une autre façon de gérer les déchets organiques, notamment pour les agriculteurs, les effluents d'élevage. Et puis mettre en place de nouvelles actions sur la mobilité, conciliant transition énergétique et économie de proximité. Économie de proximité, ce qui est plus difficilement réalisable avec la mobilité électrique. Là, on sent bien qu'on est sur quelque chose de très local. Alors la diapo d'après, merci. Un petit historique du projet. Donc en 2015, on est lauréat du TEPCV et les élus ont souhaité flécher 277 000 € vers la création d'une station GNV ou le basculement de la flotte de la collectivité vers du GNV. En 2017, la collectivité a commandé une étude auprès d'un bureau d'études, une étude d'opportunité pour savoir si c'était vraiment judicieux de mettre en place une station GNV sur les Monts du Lyonnais en fonction des différents pôles d'activité du territoire. Il est ressorti 3 scénarios. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce territoire-là, il y a le réseau de gaz qui passe, alors pas partout,
mais dans les grands pôles, notamment sur les zones d'activité. Et puis, alors il n'y a pas d'autoroute, mais on est un territoire où il y a pas mal de personnes qui travaillent sur Saint-Étienne ou sur Lyon, avec à peu près 8000 véhicules jour sur les grands axes. Ouais, 8 à 12 000 véhicules jour sur les grands axes. En tout cas, un scénario a été choisi, c'est celui d'implanter sur Saint-Denis-sur-Coise, parce qu'il y a 6000 véhicules jour, dont 300 poids lourds qui passent quotidiennement, parce qu'on est sur l'axe où il y a 2 lignes de transport en commun qui rejoignent nos villages à Saint-Étienne ou nos villages à Lyon, donc qui passent exactement à cet endroit-là, parce qu'il y a une zone d'activité avec pas mal d'entreprises, notamment un site pilote important de salaison, c'est exactement le groupe Cochenou, le groupe AOST, en fait, qui a une unité qui s'appelle Cochenou ici sur le territoire avec 400 employés, l'équivalent d'une autre marque en face. Donc, il y a pas mal d'activités sur cette zone-là. Le rôle de la collectivité, en tout cas, ce qui me concernait, c'était d'animer notamment le réseau des transporteurs du territoire et puis gérer ce projet de station GNV. Donc, en février, on a organisé une réunion avec des transporteurs du territoire pour présenter ce projet-là, ce choix qui a été fait sur le site de Saint-Denis-sur-Coise. Et là, ça a suscité l'intérêt, notamment auprès des 3 entreprises de transport du territoire qui exploitent les lignes régulières de transport en commun, plus des lignes scolaires. Au deuxième semestre 2018, on a continué vers une étude de faisabilité, donc un peu plus technique. Et puis, on avait besoin aussi d'un accompagnement juridique, puisque la collectivité s'est engagée à dimensionner cette station, à la réaliser et à l'exploiter derrière. Au premier trimestre 2019, là, on est allé vers une étude de dimensionnement pour, en fonction justement des besoins des entreprises du territoire, pour vraiment essayer de monter de dimensionner la station pour être plus près des besoins. Il ne s'agissait pas de monter une station grand public dès le départ à 1 million d'euros pour 3 camions. Donc l'idée a été de partir vers une station évolutive, où je détaillerai un petit peu plus l'évolutivité de la station techniquement sur la diapo, les 2 diapos d'après. Le 4 juillet 2019, on a organisé une deuxième réunion avec les transporteurs justement pour présenter ce dimensionnement, répondre à leurs contraintes. Les contraintes, c'était de faire le plein rapidement, donc à l'équivalent d'un plein diesel. Et puis, on a élargi cette réunion aussi aux garagistes du territoire, avec la bonne surprise de voir un engagement d'un garagiste qui a formé un de ses salariés chez les établissements Borel à Grenoble pour proposer de la deuxième monte, du véhicule essence avec une deuxième monte en GNV. Et puis surtout assurer l'entretien maintenance des véhicules particuliers et des véhicules utilitaires légers. Donc ça c'était une bonne nouvelle. Même il y a un CFA, un centre de formation par l'apprentissage sur le territoire qui forme au métier de mécanicien agricole et aussi à l'entretien maintenance des véhicules légers, qui s'inscrit dans la démarche GNV et qui souhaite proposer un module d'entretien maintenance des véhicules au GNV. Donc ça c'était un petit peu l'engouement et cette dynamique qui se mettait en place. Et sur la diapo d'après, on a la fin, c'est-à-dire que depuis septembre, donc en septembre 2019, on a su qu'on était aussi lauréat de l'appel à projet région GN volontaire, qui a permis d'apporter une aide aux transporteurs qui s'engagent. Ça a surtout permis d'engager les transporteurs dans l'achat de leurs véhicules, ce qui a permis de sécuriser quelque part le dimensionnement de la station. Et ça, c'était hyper important. Donc la région, l'ADEME, Agnès Duval, je pense, présentera après le dispositif, et GRDF ont permis vraiment de sécuriser l'approvisionnement. Et là, on a donc du coup 8 poids lourds, principalement des autocars,
plus la manager de la collectivité, qui sont engagés dans cet appel à projet, avec dans cet engagement l'obligation de se rapprovisionner à la station, dans une station. Donc, vous présentez un contrat d'approvisionnement. En décembre 2019, alors oui, c'est vrai qu'on a communiqué aussi là-dessus, sur le fait que la collectivité construisait une station. En décembre 2019, on a les agriculteurs de Métamoly. Donc Métamoly, c'est l'unité de méthanisation en injection biogaz dans le réseau qui a ouvert, qui injecte depuis début d'année 2019. C'est une unité de méthanisation qui traite à peu près 10 000 tonnes d'effluents d'élevage plus 7 000 tonnes de déchets organiques type soupe alimentaire. Ah, ouais, bon, on est passé un peu vite sur la diapo d'après, mais voilà, je vais pas détailler Métamoly, ça ressemble un petit peu à l'unité de méthanisation qui était présentée précédemment. Elle est peut-être un tout petit peu plus importante. Voilà. En tout cas, les agriculteurs se sont positionnés pour investir dans la station et l'exploiter. Ça, c'était une bonne nouvelle aussi d'apprendre ce positionnement-là. Je pense que le fait qu'on ait au préalable sécurisé l'approvisionnement des poids lourds, ça a permis ce positionnement clair et net des agriculteurs de Métamoly. Donc ça, c'est intéressant aussi dans le montage, c'est que le rôle de la collectivité, il était là pour animer le réseau des transporteurs, convaincre d'y aller vers la mobilité au GNV, avec le soutien de la région, l'ADEME et GRDF, c'est clair, de façon à ce que le secteur privé se positionne. Parce que il était clair que pour les élus de la communauté de communes, une collectivité, c'est pas sa vocation d'exploiter une station-service, quoi. Donc c'est bien aussi le rôle du privé. Janvier 2020, on a recruté un maître d'œuvre pour réaliser les plans d'exécution et coordonner le chantier. Il se trouve que les agriculteurs de Métamoly se sont associés à un équipementier là qui est spécialisé dans la méthanisation, qui souhaitait aussi développer des stations. Donc ils ont proposé un module justement évolutif qui sera présenté après pour pouvoir évoluer en cas de nouveaux clients et évoluer facilement la taille des compresseurs et le stockage. Donc ces plans ont été réalisés par notre maître d'œuvre qui coordonne actuellement le chantier. On a fait une réunion, une troisième réunion des transporteurs qui a permis de présenter les agriculteurs qui se sont engagés, faire le lien avec les transporteurs et puis passer le relais, en tout cas pour la collectivité, passer le relais au secteur privé et après faire le lien entre transporteurs et agriculteurs. En juin, on a démarré le chantier, donc sur la zone d'activité à 100 mètres de Métamoly. Et à 50 mètres de la départementale où il passe 6000 véhicules jour. Et la station devra ouvrir en septembre, donc dans 2 mois. Une station poids lourd, donc un petit peu, alors il n'y a pas de photo, mais c'est un petit peu à l'image, donc avec une aire de retournement poids lourd, un petit peu à l'image de Mortagne, et avec la particularité d'avoir un terminal de carte bleue, donc une station ouverte au public, en tout cas pour les véhicules légers et véhicules d'utilité légers, pour septembre 2020. Sur la diapo d'après, donc ça c'est l'évolutivité de la station possible. Donc on va démarrer, les agriculteurs vont démarrer avec une station en type conteneur, avec 2 compresseurs de 40 normomètres cubeurs, pour alimenter notamment les 8 poids lourds en charge rapide. Alors ça demandera certainement un peu de flexibilité pour pas que les 8 poids lourds arrivent en même temps, mais il y a la possibilité quand même d'en remplir plusieurs en 1 heure. Et puis en fonction de l'augmentation du nombre de poids lourds, facilement la station pourra augmenter sa capacité en passant notamment en 2 compresseurs de 120, qui permettra de faire plus de 4 pleins de poids lourds, plein à 120 kg,
sur 1 heure avec le stockage plein, et puis un plein rapide d'un poids lourd en 38 minutes que si au cas où le stockage est vide. Donc, pourquoi cette évolutivité de station? C'est par rapport simplement aux coûts de maintenance qui sont extrêmement élevés si on part direct sur une station surdimensionnée. Et là, le témoignage précédent le montrait, avec 25 poids lourds, il commence à arriver à l'équilibre. Donc forcément, on ne peut pas partir avec 8 poids lourds et une station qui pourra en alimenter 25. Quoi. Donc il s'agit bien d'ajuster l'offre à la demande. Quoi. Et la dernière diapo, si je suis encore dans les temps, le rôle de la collectivité, donc je l'ai un petit peu dit, c'est d'impulser le projet en fédérant les acteurs, les décideurs, les élus, les acteurs économiques, les acteurs institutionnels, la région, l'ADEME, GRDF, autour de ce projet station, pour montrer aussi les nombreux intérêts de monter une station GNV, bio-GNV sur le territoire. Là pour le coup, pour être cohérent, cette station ne distribuera que du bio-GNV, puisque de toute façon, physiquement, ça serait comme ça. Et puis contractuellement, Métamoli vend ses garanties d'origine à un fournisseur, et ça sera au même fournisseur avec les mêmes garanties d'origine que seront achetés le gaz et qui sera vendu à la station. Le rôle de la collectivité, c'est mobiliser les professionnels du territoire autour de la mobilité au bio-GNV. On a pas mal d'entreprises, notamment des petites entreprises aussi du bâtiment, où il y a des véhicules utilitaires légers qui pourraient demain fonctionner au bio-GNV. Il y a beaucoup de véhicules qui descendent sur Lyon. Enfin, je dis descendre parce qu'on est autour de 700-800 mètres d'altitude et Lyon est à 200. Donc géographiquement, on descend sur Lyon et pour travailler, en tout cas pour pas mal d'entreprises du territoire. Sécuriser le projet en faisant réaliser les études d'opportunité, de faisabilité et en mobilisant les subventions, ça c'est bien le rôle de la collectivité d'impulser les projets. Et puis aussi de communiquer sur cette mobilité au bio-GNV, sur les avancées du projet station auprès de tous, pour encourager à ce que il y ait un passage à l'acte même pour les particuliers qui s'équipent sur des véhicules fonctionnant avec du gaz fabriqué localement. Il me semble que c'est extrêmement cohérent, surtout dans des territoires où il y a un engagement comme ça fort notamment sur le TEPOS. Quoi. Voilà pour cette diapo et quelques photos. Ça c'est le chantier là, des photos qui datent de une semaine. Donc la plateforme a été créée. Il reste le socle béton pour recevoir le conteneur là, qui est en train d'être coulé. Donc il y a une aire de retournement. Alors on voit pas bien, je sais pas de photos de vue de dessus. Par contre, ce qu'on voit sur la photo du bas, c'est les cuves là de l'unité de méthanisation Métamoli qui sont juste derrière la station, vraiment située à 100 mètres. Et est-ce que j'ai une autre photo derrière sur la dernière diapo? Non, non, voilà. Bon, je pense être pile dans les temps. Je sais pas s'il y a des questions. Thomas, on va prendre les questions en fait à la fin, on va les rassembler et puis on les redistribuera. Donc du coup merci Thomas pour cette présentation. Hein. Impulser, mobiliser, sécuriser, communiquer, autant d'appuis essentiels qu'apporte la collectivité pour ce projet de station bio-GNV qui va donc ouvrir très prochainement. Je sais qu'il y avait une question là sur est-ce que la collectivité a pris des parts dans la station bio-GNV. Je te laisserai y répondre tout à l'heure. Je vous propose plutôt maintenant donc de passer à une autre collectivité de la région, Bièvre-Est, qui est située en Isère et qui, avec d'autres collectivités, impulse un projet de borne multi-énergie. Voilà, je laisse donc la parole à Madame Dupart, directrice du pôle développement économique de la Comcom de Bièvre-Est. Bon, je crois qu'on a un problème de connexion son avec
Madame Dupart. Guillaume, a priori, Sophie est connectée, mais le son et le micro ne fonctionnent pas. En tout cas, je ne la vois pas. Je n'ai pas eu de retour de sa part. On peut éventuellement passer à l'ADEME et on reviendra sur Sophie juste après. Ah non, Sophie est là, c'est bon. C'est bon? C'est tout. Bon, OK. Ok, c'est bon. Donc, ce que je disais, c'était que dans la continuité de Thomas Robert, j'évoquerai avec vous le rôle de catalyseur que peuvent jouer les collectivités sur des projets innovants. Et pour ce qui concerne Bièvre-Est, c'est donc un projet de station multi-énergie sur son territoire. Alors, juste en aparté, Bièvre-Est est parti sur ce sujet, sur cette réflexion il y a 4-5 ans maintenant, seul. Entre-temps, c'est devenu une aventure collective puisque Bièvre-Isère Communauté et le Pays Voironnais a rejoint Bièvre-Est sur cette thématique. Et puis, la région a apporté un réel soutien, notamment financier, sur l'étude qu'on a lancée depuis lors. Alors, la diapo d'après. Alors, cette station multi-énergie était donc hydrogène, bio-GNV, qui rejoint le sujet d'aujourd'hui, et électrique. Les collectivités, en fait, sont parties de différents constats. Alors, 2 niveaux de constat. Un niveau de constat plus global, qui est de dire que la mobilité décarbonée, aujourd'hui, elle se développe plutôt dans les villes et les métropoles. Puis, quid de nos territoires ruraux et périurbains? Quid du maillage des territoires? Ça, c'était une vraie interrogation de nos élus. Et puis après, il y a eu des constats beaucoup plus opérationnels qui concernent nos entreprises, les citoyens, les collectivités aussi, hein, bien évidemment, les opérateurs privés. Alors, l'apparition des zones à faible émission, hein, les ZFE, notamment pour nos territoires à Grenoble et à Lyon. Le nombre des infrastructures de mobilité décarbonée inexistantes, quasi inexistantes, sauf sur l'électrique. Ensuite, des opérateurs privés, quand on les consulte, ne viennent pas parce que il n'y a pas de véhicule. Donc, on est bien sur l'histoire de l'œuf et la poule, hein, qui revient en permanence sur ce sujet-là. Et puis, en même temps, on a eu des opportunités qu'on nourrit la réflexion des élus, à savoir que sur l'espace économique Bièvre-Dauphine, où il est prévu d'installer la station multi-énergie, donc qui se trouve à la sortie de l'autoroute A48, la sortie numéro 9, Beaucroissant-Rives, si vous connaissez un petit peu notre territoire, il y a 11 hectares de panneaux photovoltaïques qui ont vu le jour. Et puis, il y a 2 ans, il y a le premier méthaniseur 100% agricole qui a vu le jour en Isère et il est dans la périphérie de l'espace économique. Donc, avec tous ces éléments-là, les élus se sont dit, que fait-on? Donc, la première démarche, si on peut mettre la première démarche des élus, ça a été vraiment de dire que fait-on pour faire que une station multi-énergie puisse venir sur nos territoires. Et donc là, je crois qu'on voit vraiment le rôle des collectivités en tant que catalyseur, c'est-à-dire lever les freins qui peuvent exister auprès des usagers, auprès des opérateurs privés, mais également auprès des institutionnels. Donc, le choix des élus, c'est d'aller sur une étude pour identifier s'il y a vraiment un potentiel d'usagers sur nos territoires et par énergie. Donc, c'est ce qui a été lancé, notamment avec l'appui de la région qui a financé cette étude à hauteur de 50%. Et puis, en parallèle, on a bien vu que la plupart des entreprises et des collectivités de nos territoires, OK, on veut aller sur la mobilité décarbonée, mais quelle énergie je choisis? Donc, en fait, c'est quel usage pour quelle énergie. Donc là, il y a beaucoup de pédagogie à faire et d'accompagnement. Je vous ai mis brièvement le résultat de l'enquête menée auprès de 1515 entreprises et collectivités avec un taux de retour de 22%. Et on voit quand même que 97% des gens enquêtés sont sensibles aux questions environnementales. Et vous avez les intentions d'achat entre 104 et 350 véhicules, par exemple, sur l'hydrogène. Sur le bio-GNV, entre 68 et 205 véhicules, sachant que, bien évidemment, les entreprises sont claires, ça dépendra du prix d'achat, bien évidemment.
Donc, après, ce que je souhaitais évoquer avec vous, c'était quel rôle, jusqu'où la collectivité, en fait, va pouvoir aller. Donc, nous allons mettre à disposition, dans le cadre d'un bail amphithéotique, sur l'espace économique Bièvre Dauphine, un foncier en 2 phases, hein, puisque vous le voyez dans la fin de la diapo, on va opérer en fait avec tout ce qu'on a mené comme rencontre, comme étude, etc. Il apparaît que sur une station multi-énergie, il y a 2 types d'énergie, celles qui sont matures, le bio-GNV et l'électrique, et celle qui reste encore aujourd'hui, mais qui va très vite évoluer, immature. Qui est plutôt l'hydrogène, plus complexe, plus compliqué. En tout cas, en termes d'installation d'une borne de recharge. Donc, la phase numéro 1, on va être sur du bio-GNV et électrique. Et là, au fur et à mesure des rencontres, on a déclenché des choses. Et aujourd'hui, le méthaniseur, qui s'appelle Méthanizer, donc qui est partant pour mettre en place des bornes de recharge bio-GNV sur cet espace de station multi-énergie. Alors, on apprend aussi à construire ensemble, puisque pour eux, mettre en place un bail amphithéotique, c'est quand même quelque chose de nouveau, de précurseur, donc la collectivité aussi. Donc, on va essayer de construire ensemble ce projet collectif, hein, avec l'idée que les collectivités puissent garder la maîtrise du projet global. Donc, c'est pour ça qu'on va sûrement faire appel à un AMO, MOE, pour nous aider à construire l'architecture de la station. Imaginez aussi un espace pédagogique sur ces nouvelles énergies vertes, cette nouvelle mobilité verte, décarbonée. Donc, tout ça aujourd'hui est en cours de construction. On est moins avancé que les monts du Lyonnais, c'est très clair. C'est aussi, je pense, plus complexe, hein, mais en tout cas, l'objectif aujourd'hui, on sait que les collectivités veulent garder la maîtrise du projet global à travers un bail amphithéotique, à travers, je dirais, un espace pédagogique, garder aussi la maîtrise de où on met les bornes bio-GNV, où on met l'électrique, où on met la station hydrogène pour qu'un véritable ensemble se crée. Donc aujourd'hui, les acteurs privés sont dans les starting blocks. Sur l'électrique aussi, des partenaires se manifestent sur des bornes à recharge rapide et ultra rapide. Donc cette phase-là, on va être très vite dans l'opérationnalité. Voilà, la diapo suivante. Alors, juste avant, j'avais quand même quelque chose que j'ai rajouté, vous me pardonnerez en tout cas, c'est que pour moi, il est important de vous dire que ce projet ne serait pas allé aussi vite. Alors, 4 ans, ça semble long, mais sur des projets innovants comme ça, c'est souvent complexe, compliqué. On avance en apprenant à marcher, hein. Ce projet ne serait pas là aujourd'hui si on n'avait pas rencontré beaucoup d'acteurs. Alors au départ, c'est l'AEPI, l'Agence de la promotion économique en Isère, qui nous a accompagnés, Ténerdis, Territoire d'énergie 38, et également l'ADEME, qui nous ont permis de redéfinir le périmètre de notre projet. Ça, c'est une chose. Et puis le partage d'expérience. On a rencontré entre Bièvre et Rhône, qui est un peu en avance sur la notion de station multi-énergie par rapport à nous, et puis aussi la CNR, qui va ouvrir en septembre 2020 une des premières stations multi-énergie de France, qui s'appellera le Quai des Énergies, et qui est au port Édouard Herriot à Lyon. Voilà. Merci, merci Madame. De respecter le temps. Merci Madame Dupart. Effectivement, à l'heure des questionnements sur les réseaux multi-énergie, sur le mix énergétique et puis avec des objectifs de mix énergétique, c'est donc un projet qui a tout son sens. Nous vous souhaitons le meilleur pour son aboutissement. Et on l'a vu, la collectivité a un rôle essentiel à jouer pour le déploiement des stations bio-GNV, mais cette filière, certes mature, mais encore en émergence, nécessite quand même par ailleurs la mobilisation des financeurs publics qui, en région Rhône-Alpes-Auvergne, répondent présents. Et nous passons d'ailleurs maintenant à la dernière intervention de ce webinaire avec la présentation
présentation du nouveau dispositif régional GNV volontaire territoire qui vise à aider au déploiement du bio-GNV en région. Je laisse donc la parole à Madame Duval, directrice générale déléguée de l'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes. Madame Duval, c'est à vous. Peut-être des petits problèmes de micro. Je ne sais pas si Nadine, qui est sur le support technique, je remercie d'ailleurs Tenerdis là pour son appui technique et le prêt de la plateforme, a des nouvelles de... Oui, ok, c'est tout bon. C'est parfait. Oui, donc, on y va. Donc, du coup, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler effectivement de l'appel à projet GN Volontaire, hein, qui est un appel à projet qui est piloté par l'ADEME et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Peut-être pour dire juste en amont très brièvement, hein, c'est que l'ADEME intervient, vous l'avez bien compris, sur cette question de déploiement des stations à la fois de GNV, bio-GNV et sur le déploiement de méthanisation. On a parlé beaucoup dans ces présentations de qui est de la poule, de l'œuf. Là, on voit bien que il faut travailler sur les deux champs. Donc, nous, à l'ADEME, effectivement, on accompagne les porteurs de projets à développer des projets de méthanisation préférentiellement, on va dire, sur injection, avec injection de biométhane ou des méthanisations territoriales. Donc là, on a une équipe à l'ADEME qui travaille, qui œuvre sur ce sujet. Et puis, de l'autre côté, bien évidemment, si on veut être dans un cercle vertueux d'économie circulaire, c'est aussi de travailler sur la partie transport-mobilité et de développer aussi tout le mix énergétique plus propre, plus sobre, et notamment avec le développement de la filière bio-GNV. Donc, je vais revenir sur ces appels à projets. J'ai 5 transparents. J'essaierai d'être rapide. Je vais vous faire un peu un brief historique sur GN Volontaire. C'est intéressant quand même de voir la genèse, de voir d'où on est parti et où on arrive avec le GN Volontaire, donc numéro 2, qui est plus lié au territoire. Et on a vu sur les 2 derniers témoignages sur des territoires, communautés de communes ou agglomérations de taille moins importante sur des territoires plus ruraux par rapport à ce qui s'est mis sur GN Volontaire 1, où là on est plus sur un maillage territorial, où on a d'abord maillé les grandes agglomérations et les métropoles. Donc voilà, c'est le maillage du territoire. Peut-être sur la genèse, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est parti donc de tout l'est de la région, à savoir à Saint-Pierre-en-Faucigny. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème de qualité de l'air sur la vallée de l'Arve, mais aussi parce qu'il y avait les transporteurs étaient aussi venus nous voir parce qu'il y avait une logique derrière de leurs donneurs d'ordre qui leur demandaient d'avoir une logistique plus propre et plus sobre. Donc c'est posé très en amont. Et là, tout à l'heure, il y a une personne qui est intervenue qui parlait de 2016. Oui, c'est la personne à Mortagne, donc en Vendée. Oui, ça c'est des choses, effectivement, nous, le projet, c'était le projet qui s'appelait Équilibre, a démarré dès 2015, à savoir comment on peut accompagner des transporteurs pour développer une offre qui soit plus propre et plus sobre. Donc tout ça, on l'a fait en partenariat avec les transporteurs de la région, et ça c'était important. Et du coup sur GN Volontaire, on est intervenu, on a très rapidement lancé un premier appel à projet qui s'appelle GN Volontaire, donc en lien avec à la fois la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'ADEME, mais aussi GRDF qui est très en appui sur le local, sur les territoires pour accompagner les porteurs de projets. Et donc on a accompagné de quelle manière en fait? On a accompagné surtout au surcoût du véhicule. Pourquoi au surcoût du véhicule? C'était parce qu'en fait, le modèle économique, c'était vraiment l'interrogation sur le modèle économique. Ce modèle économique, c'était de se dire, si on a 15 à 20 véhicules qui viennent s'avitailler sur une station, on pourra avoir un opérateur, un énergéticien qui viendra ouvrir une station. On l'a vu, 900 000, 1 million d'euros. Donc, non pas pour avoir un équilibre économique dès
dès le premier euro investi, mais plutôt de se dire quand on a une flotte de véhicules captives qui représente un volume de 15 à 20 véhicules, on se dit que globalement pour rentabiliser son équipement sur plusieurs années, avec un renouvellement aussi de véhicules par les transporteurs, par les autocaristes présents, eh bien, on va avoir un nombre de véhicules suffisant. Donc, sur cette première appel à projet GN volontaire, on a une diversification quand même d'utilisateurs. Ça a été dit dans les présentations précédentes, mais voilà, on peut avoir des bennes d'ordures ménagères. On a des poids lourds pour notamment tout ce qui est transport de marchandises, mais aussi on peut aussi avoir des syndicats de transport public, des AOT par exemple, qui sont AOT. On a les autocaristes, mais aussi on peut avoir des véhicules techniques existants. Sur la cartographie donc de GN volontaire, l'idée du maillage, c'est d'avoir sur GN volontaire numéro 1, je vous ai dit, on accompagne au surcoût du véhicule. On est parti de l'est de la région. On va aller donc d'avoir un continuum d'est en ouest et du nord au sud. 12 départements sur Auvergne-Rhône-Alpes. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ce continuum, donc de la Savoie à Haute-Savoie, en allant jusqu'au Puy-de-Dôme, voire le Cantal, si c'est possible. Donc voilà, aujourd'hui, on peut être quand même assez satisfait à la fois des stations qui sont déjà ouvertes, les stations ouvertes, Corbas, Saint-Étienne, Yzeure, on en a à Villefranche, Chambéry, et puis des stations qui seront prochainement en cours. Et là, on voit bien ce que je vous ai dit au départ, c'est que sur les premières stations, on était quand même sur des grandes agglomérations ou sur des métropoles, et puis de plus en plus dans les stations en cours, pour certaines, on va être sur des territoires un peu moins agglomération. Quoique, et on va le voir sur GN volontaire numéro 2, là pour le coup, on va vraiment basculer sur des territoires plus ruraux et c'est aussi ça l'intérêt. Voilà, on le voit, 5%, donc on en a dans l'Allier, dans l'Ain, et on va vraiment mailler un territoire. Alors, ce que j'ai pas dit sur la diapo d'avant, mais on peut laisser ce diaporama, c'est que quand on a démarré en 2017, donc GN volontaire 1, qui va se clôturer, on va dire, avec l'ensemble des stations que l'on a là à l'automne 2020, c'est que le national a aussi développé un appel à projet national, pour le coup, pour déployer ces stations publiques à l'échelle nationale. Donc aujourd'hui, le maillage que l'on avait imaginé en Auvergne-Rhône-Alpes, et on l'a vu que certaines unités de méthanisation s'étaient aussi raccordées pour un maillage aussi sur leur territoire. Aujourd'hui, on peut aussi passer d'un département à un autre, d'une région à une autre, et on a ce continuum qui est en train vraiment de se mettre, et on a aussi d'autres régions qui souhaitent développer le bio-GNV avec notamment la région PACA, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, donc qui sont reliés, on va dire, directement avec Auvergne-Rhône-Alpes, et ça c'est quand même important. Donc c'est vrai que on peut parler d'un succès pour cet appel à projet GN volontaire qui permet donc d'aider, oui, à peu près une station par département à l'échelle de notre région. On a mis quand même une enveloppe entre GRDF, ADEME et région, on a mis 2,4 millions sur les 3 premières années 2017-2020. Donc on va pouvoir accompagner donc au surcoût du véhicule, et ça j'insiste parce que c'est vraiment très important. Donc des flottes qui varient entre 10, 15, voire 20 camions, 20 véhicules, 20 véhicules pour chacune des stations, ce qui permet ensuite d'avoir 7 opérateurs sur chacun des territoires. L'appel à projet donc GN volontaire qui va s'ouvrir là à partir de octobre 2020, qui va venir en continuité, j'allais dire, de l'appel à projet numéro 1, mais avec des critères bien évidemment qui se renforcent. Alors toujours la question d'avoir encore, on est toujours sur des stations publiques, sur des territoires donc bien évidemment hors métropole, et on l'a vu notamment avec le témoignage des Monts du Lyonnais ou de Bièvre-Est, sur des territoires plus ruraux. Donc là, on vise vraiment ce type de territoire. On va le reconduire chaque année, donc avec là pour le coup la région. L'aide au surcoût ne va pas beaucoup varier. On est toujours sur des
l'aide sur un projet. Un projet, c'est l'implantation d'une station avec un volume de véhicules autour de 15-20 véhicules. En revanche, la grosse évolution, c'est la question du bio-GNV, et ça a été dit par un des intervenants auparavant, c'est d'avoir une part de bio-GNV qui va augmenter. Et ça, c'était une volonté forte de l'ADEME dans les nouveaux critères sur cette nouvelle appel à projet. C'est que c'est bien effectivement de promouvoir l'injection, et là on voit vraiment la boucle d'économie circulaire, hein, c'est-à-dire que on promeut la méthanisation par injection dans le réseau de gaz. Et l'idée, c'est quand même d'avoir un minimum de bio-GNV sur ces stations pour pouvoir être éligible aux aides de l'ADEME et de la région dans le cadre de ces dispositifs. Et là, on le voit effectivement, le cadre des utilitaires ou des poids lourds d'inférieur à 7 tonnes ne sont plus éligibles s'ils ne sont pas sur du bio-GNV. S'ils sont sur du bio-GNV, donc il y a un forfait de 2 000 €. Et en fait, sur les véhicules donc de plus de 7 tonnes, il y a un forfait. Alors, il y a un forfait de 3 500 €, et ça, c'est aussi l'avantage d'un partenariat avec la région, c'est que nous, ADEME, on a des critères de plus en plus élevés, et effectivement, en travaillant ce partenariat, eh bien, voilà, on a la possibilité encore d'aider sur la base d'un forfait ceux qui ne seraient pas dans du bio-GNV, mais ce sera une part de plus en plus mineure. Donc, il faudra plutôt présenter des projets où il y a une part du bio-GNV qui soit entre 20 et 25%. Et puis là, en fonction du statut fiscal de l'entreprise, eh bien, on peut intervenir sur le surcoût du véhicule. L'idée, c'est que ça nous amène effectivement à 2023, 22-23, pour à partir de là, imaginer qu'en fait, le développement de cette filière, parce que là, on est vraiment sur encore un appui à l'émergence d'une filière, d'aller sur cet appui à cette émergence, donc des aides publiques nécessaires pour qu'en 2022-2023, ces aides ne soient plus forcément nécessaires dès lors que, notamment, il y aura vraiment un marché aussi pour les constructeurs qui permettra donc de réduire les coûts de ces véhicules. Voilà un peu moi ce que je pouvais vous dire sur ces appels à projets. Peut-être une dernière chose sur la question de l'expérimentation. On souhaite pouvoir aussi accompagner des stations, ce que l'on appelle off-grid. Donc c'est ce qui a été présenté dans la première sur la station par Monsieur Collin sur j'avais noté Agri-GNV, voilà, dans la Haute-Marne, où effectivement on est hors réseau. Et donc l'idée c'est vraiment de voir quel pourrait être ce modèle économique pour une station donc qui soit liée directement à l'unité de méthanisation, non raccordée à un réseau, mais et donc d'utiliser directement le bio-GNV et de voir quel est ce modèle économique. Donc moi je suis assez preneuse effectivement des éléments qu'a présenté Monsieur Collin en termes de retour d'expérience. Voilà, et puis pour vous dire que à l'ADEME, c'est ma collaboratrice, donc Anne-Sophie Bance-Herbeau, qui suit tous les projets de transport et qui travaille beaucoup sur tout le mix énergétique renouvelable ou plus propre, plus sobre, puisque à l'ADEME, on travaille à la fois sur les filières donc hydrogène et bio-GNV. Je vous remercie. Très bien, merci Madame Duval. Du coup, nous arrivons à la fin de ce webinaire sur la valorisation du biogaz au bio-GNV en territoire rural. Simplement, je voulais vous présenter, mais je vais pas pouvoir vous le montrer là, mais sachez que l'agence donc Aura2E, via des financements région ADEME, a pu développer un outil qui s'appelle Terristory, qui permet d'aider les collectivités dans leur plan PCAET et dans leur transition énergétique. Et sur cet outil-là, vous trouverez la localisation de toutes les stations bio-GNV en région, mais aussi bien d'autres choses. Donc, je vous laisserai cliquer en direct sur le lien quand vous aurez les diaporamas qui seront accessibles dès la fin de ce webinaire. Je vous propose donc maintenant plutôt de passer aux questions-réponses. Donc, pour information, Monsieur Bouchonneau, donc d'Agribiométhane, pourra répondre en direct à un certain nombre de questions si quelques-unes restent en suspens concernant sa présentation. Voilà, je passe la main donc à Thomas Crémou de Cara qui va dispatcher les questions qui ont eu lieu au fur et à mesure du webinaire. Oui, bonjour. Déjà, je voulais vous informer que les slides seront disponibles dans le tableau d'événements
rubrique fichier partagé à la fin du webinaire et que les vidéos des 3 webinaires seront disponibles en ligne sur la chaîne YouTube du Ténardis. Concernant les questions, alors il y a aussi, on va traiter une certaine partie des questions, mais les autres, nous y répondrons par la suite. Alors, il y avait la première question pour Monsieur Collin. Combien de véhicules pouvez-vous accueillir dans votre station? Monsieur Collin? Bon, monsieur. Guillaume, est-ce que Monsieur Collin est là? Je le vois. Oui, je le vois. Il devrait pouvoir répondre, je pense. Là, il va. Bah, sinon, passe à. Des questions pour les autres Ouais. intervenants. Du coup, pour Monsieur Bouchonneau, j'avais des questions sur la distribution du GNV. Quel est le pourcentage du GNV distribué sur le réseau par rapport au GNV station? Monsieur Bouchonneau, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous, oui, je vous entends. Alors, Donc, au jour d'aujourd'hui, sur le réseau de BioGNV, On entend mal. vous m'entendez? vous entendez? Oui, on entend, mais pas très bien. Allez-y. Aujourd'hui, on représente 25% de la consommation du réseau. Donc, la quantité de biométhane injectée par l'unité de méthanisation correspond à 25% de la consommation du réseau. Oui. Ok. Autre question pour Bouchonneau. Est-ce que les agriculteurs ont déjà été approchés par les industriels pour les aider dans leur financement? Non, on n'a pas été approché par des industriels. Aujourd'hui, on est plus approché par des groupes qui regardent par rapport à des flottes de véhicules et savoir si on était ouvert à une on n'a pas été approché proprement dit. Voilà. Vous avez entendu, Wow. du coup, c'était bon pour le son? Bof. Donc non, en fait, ils n'ont pas été approchés à proprement parler par les industriels par rapport à des financements. Carrefour n'est pas actionnaire, par exemple. D'accord. Ensuite, il y avait une question intéressante. Est-ce qu'il y a eu des levées de boucliers de la part des riverains? Est-ce qu'il y a eu une communication qui a été mise en place pour faire accepter le projet? Est-ce qu'il y a eu des problèmes d'odeur? On n'entend pas. Allez-y, Monsieur Bouchonneau. Oui, oui. Ouais. Je retranscris. Ah ouais. Ouais, on a eu un cabinet privé qui est venu, qui a fait le tour de nos voisins pour présenter le projet et qui nous a permis de lever. Il y avait une association qui était en cours de constitution et non, on a eu aucun souci. Donc il n'y a pas eu de souci de communication avec les riverains, mais ils ont été accompagnés par un cabinet spécialisé pour anticiper tout ça. Ok. Je ne sais pas s'il peut aussi répondre à la question s'il faut des employés pour gérer l'unité de méthanisation. On a un salarié à plein temps. Un salarié à plein temps. Et est-ce que les particuliers peuvent se lancer dans la création d'une unité de biométhanisation? Alors, je vous propose que, en fait, les questions très spécifiquement sur la méthanisation, on passe après plutôt sur les questions liées au bio-GNV. Voilà, la méthanisation, tu peux peut-être envoyer un sondage, Nadine, s'il y a sur la méthanisation, s'il y a des questions sur la méthanisation générale, pour éventuellement l'organisation d'un webinaire. On l'avait fait à la première session. Du coup, on va vous sonder là-dessus. Pour Monsieur Robert, oui. Les internautes voulaient savoir quel était le montage juridique de la collectivité pour se positionner en tant que constructeur de station.
Alors, en tant que constructeur de station et exploitant de station, on pouvait le faire via la compétence générale des communes, qui était déléguée à la communauté de communes. C'est-à-dire que la commune de Saint-Denis-sur-Coise a une compétence pour compétence générale en fait de la commune pour pouvoir notamment construire et une station, et qu'elle aurait pu remettre à la communauté de communes pour pouvoir pour que la communauté de communes puisse le faire. Or, là, dans notre cas, finalement, on ne va pas dans ce schéma-là. Est-ce que la collectivité a-t-elle pris des parts dans la station? Alors, la collectivité, elle n'a pas pris de part dans la station. On s'était renseigné parce que les collectivités peuvent prendre des parts dans la production, dans des sociétés de production d'énergie renouvelable, mais pas dans la distribution. La collectivité, elle a des parts dans Métamoly, l'unité de méthanisation au travers de la SEM Soleil. C'est une société d'économie mixte spécialisée dans les énergies renouvelables. Mais concernant les stations, c'est pas possible de prendre des parts dans la distribution. Dernière question pour vous. Je voulais savoir si c'était possible d'avoir des données économiques, coût d'achat du biométhane, prix de vente, montant des investissements qui portent le projet. Alors, je les connais pas trop. Alors l'investissement, ça va tourner autour au total, construction de station, génie civil, VRD et investissement dans le matériel, compresseur, stockage. On sera au total sur une station à 700-800 000 euros. La vente de BioGNV, je le connais pas. Je connais pas. Après, forcément, les prix vont être dans les prix pratiqués aujourd'hui. Il s'agit pas de vendre trop cher puisqu'il y aura personne. Mais voilà, ça va certainement tourner dans les prix pratiqués actuellement. Merci. Maintenant, je vois que Monsieur Collin est revenu. Monsieur Collin, on voulait savoir quelle était la démarche pour monter une station de méthanisation. Est-ce qu'il y a un process qui a été identifié? Je crois que le micro n'est pas allumé pour M. Collin. Ouais, on n'entend pas M. Collin. Monsieur Collin, vous entend toujours pas? Ah oui, c'est bon. Vous m'entendez? Ouais, on vous entend. Oui, c'est bon. Voilà. Au niveau de la station GNV, en dessous de 80 Nm3/h non raccordés au réseau, il y a très peu de réglementation. C'est une réglementation très simple, qui ne sont même pas soumises à réglementation ICPE dans le cas des autorisations. Il n'y a même pas de déclaration. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une unité non raccordée au réseau d'une capacité de 80 Nm3 sans problème. D'accord. Ensuite, on voulait savoir si c'était possible d'en vivre, ou est-ce que c'est juste un complément de salaire? Alors, je vais repréciser plusieurs choses parce que je pense que la station BioGNV non raccordée au réseau, c'est un modèle qui est complètement différent des stations réseau. Stations réseau, elles ont besoin d'être là pour monter en puissance des capacités de mobilité. C'est-à-dire on n'agit pas sur la mobilité qu'avec des stations non connectées au réseau. Par contre, des stations non connectées au réseau, on est sur une autre thématique, et en particulier sur le BioGNV. C'est des stations qui sont 100% BioGNV. C'est-à-dire on n'est pas sur une réglementation qui permet de mettre du BioGNV dans du réseau où il y a du fossile. Excusez-moi d'être un petit peu dur sur ce point-là, mais j'ai bien vu l'ADEME avec le projet GN volontaire, qui est très bien. Et pour moi, je pense que des stations qui sont non connectées au réseau correspondent tout à fait à ce réseau-là. On peut être ouvert au public, on distribue que du BioGNV, on ne parle même pas de garantie d'origine, donc c'est une économie pour l'État.
Donc on n'active pas de garantie d'origine, on n'a pas de rachat de garantie d'origine, et on n'est pas sur des contrats où on achète du gaz fossile pour revendre du gaz biogénique. C'est vraiment du gaz qui est produit de notre méthanisation. Voilà. Donc c'est le petit point de détail quand même qui fait qu'une station bio-GNV sur du non injecté est différente. Ouais, merci. Ensuite, on voulait savoir quelle surface au sol représente la station et combien de véhicules avez-vous par jour? Alors la station, elle représente l'équivalent d'un container, 6 mètres par 2, avec une piste camion donc qui prend un peu plus de place. Ensuite, la station de méthanisation, c'est comme une station de méthanisation agricole, donc souvent plusieurs milliers de mètres carrés, comme on a vu sur les photos d'Agribiométhane, c'est-à-dire la station d'un côté et ensuite la station de distribution d'un autre côté. Voilà. Donc c'est insignifiant en termes de place. Il y a un nombre de véhicules? En nombre de véhicules, je vous disais tout à l'heure, on est à 80 tonnes par an, donc sur ce module. Donc après, il suffirait de mettre des modules supplémentaires. Nous, on aurait le droit jusqu'à 4 modules supplémentaires. Donc ça correspond, dans notre configuration actuelle, à un camion plus un bus scolaire et une trentaine de véhicules légers. Aujourd'hui, ce concept-là, il va être développé dans notre région, donc c'est pas réservé qu'à notre région, où on a créé un GI2E pour développer 10 stations, et ces 10 stations-là vont travailler ensemble avec une interconnexion des flottes. C'est-à-dire que par exemple, pour une laiterie, c'est difficile de passer les 6 camions de la laiterie dessus. Donc par contre, les 6 camions, ils pourront passer sur 4 stations, par exemple. Donc c'est vraiment mailler ces stations sur des flottes locales. Merci. Enfin, j'ai une question pour Madame Duval. Connaissez-vous un projet semblable au projet Équilibre pour les bus urbains et interurbains? À ma connaissance, alors semblable à Équilibre, non, parce qu'effectivement le travail avait été poussé en termes de suivi des camions sur l'aspect environnemental notamment et économique. De mémoire, le Citral, donc le syndicat de transport de la métropole lyonnaise, a fait des études effectivement sur les bus urbains, me semble-t-il. Donc ça, c'est quelque chose que moi je peux voir avec Madame Bancerbo pour voir effectivement si on a des retours de ce côté-là, parce que je pense qu'il y a des choses qui ont été faites avec le Citral. D'accord. Je le note. Bon, je passe la parole à Guillaume. Eh ben, très bien. Merci. On arrive donc à la fin de cette deuxième séquence de notre série de webinaires sur la valorisation du biogaz en bio-GNV. Vous aviez eu un sondage là auquel vous avez peut-être répondu sur les besoins ou pas d'un webinaire sur la méthanisation, les process de méthanisation et l'unité de méthanisation en tant que telle. Et du coup, je vous donne rendez-vous pour la troisième séquence de cette série de webinaires qui aura lieu donc ce vendredi 10 juillet de 11h à 12h30, au cours de laquelle on traitera plutôt des aspects motorisation, véhicules, flotte de véhicules, et où on aura des interventions intéressantes, notamment d'un gestionnaire de flotte qui nous expliquera sa stratégie, ou d'organismes de recherche sur les moteurs qui s'adaptent de plus en plus donc à la motorisation GNV. Merci à tous et je vous souhaite une bonne après-midi et à vendredi. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.